Bon matin, chers humains. Bienvenue au Bulle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Je suis très excitée par le prochain épisode parce que normalement, on va à la rencontre de familles d'accueil ou d'ex-placés. Puis là, on va aller à la rencontre d'un professeur d'université qui a déjà travaillé pour la DPJ pendant 10 ans. Donc, on va rencontrer Tommy, vraiment très inspirant. J'ai appris tellement sur la DPJ, donc j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Puis je vais aussi vous donner des nouvelles. Je vous avais dit que je faisais la sous-traitance avec CEFAC de l'Université de Sherbrooke. Puis, on est en pourparlers. Peut-être que le Carrefour Jeunesse Emploi pourrait m'aider dans les frais concernant le mixage et le montage des épisodes. Donc, voilà, je suis quand même assez excitée de ça aussi, fière qu'on va avoir un partenaire potentiel pour la suite du balado. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bon matin, Tommy. Salut, Merci d'être là. ça fait plaisir. C'est un privilège. C'est gentil. Oui, non, mais pour vrai, parce que dans le fond, on se connaît. T'es mon prof au bac en service social. Ouais. Puis j'adore ton enseignement. Je vais pas faire trop de lèche-botte, là, mais pour vrai, t'es vraiment... C'est bon pour tes évaluations. Non, mais t'es vraiment un prof extraordinaire. T'es allumé, tes cours sont dynamiques, ça passe tellement vite. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu fais tout le temps des petites anecdotes. Mhm. C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter, parce que dans le fond, tu as travaillé pour la protection de la jeunesse pendant, je pense, 10 ans, tu 10 ans, disais? ouais. C'est ça. Fait que c'est tellement intéressant. Je trouve ça inspirant de pouvoir avoir un point de vue, justement, de quelqu'un qui a travaillé là pendant longtemps. Ouais. Fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'on commence ça. J'aimerais ça savoir, t'as-tu commencé, toi, comme TS pour la protection de la jeunesse, ou t'avais eu comme d'autres expériences? Non, moi j'avais commencé... pendant mes études, j'ai travaillé en milieu scolaire. OK. Puis j'ai été 2 ans après ça à temps plein, une fois que j'ai eu terminé ma maîtrise, où j'ai travaillé en milieu scolaire, je travaillais dans un pensionnat. Moi, j'ai toujours travaillé avec des jeunes, dans le fond. Là. C'est un peu ça la base. Là. OK. Fait que j'ai travaillé dans un pensionnat. Puis, dans le fond, je gérais, peu importe, là, c'est pas vraiment important. Puis j'avais une partie de ma charge de jour aussi qui était l'encadrement, les suivis au niveau de la toxico. Fait que OK. c'était plus spécifiquement mon rôle. Puis après 2 ans là-bas, parce que je travaillais 70 heures semaine, j'ai décidé d'avoir une vie et d'aller travailler en protection de la jeunesse. C'est ça. Ouais. C'est contre-intuitif, là, mais c'est Mhm. ça. Ouais. Mais ta clientèle cible, ça a tout le temps été la jeunesse. C'est ça Ouais. comme que Moi, t'avais je travaille avec envie. les jeunes depuis toujours. Là. J'avais 18 ans, je pense, puis j'étais déjà en train de travailler avec des jeunes, Ah, que c'est ce soit bon. à travers les camps de vacances, que ce soit après ça à l'école. Je rentrais à l'école à 19 ans. Là. OK. Puis pourquoi la protection de la jeunesse? Parce que j'aime pas le suivi. Moi, à la base, moi, je suis rentré en évaluation. OK. Le long terme, c'est quelque chose que j'aime moins. OK. Puis j'aimais le casse-tête de l'évaluation. OK. C'est ce que la PJ m'offrait. Fait que c'est une clientèle qui est très travail social. On aura sûrement la chance d'en reparler. Uh-huh. Mais c'est ça, c'est une clientèle qui est très, très travail social. Donc, des situations de grande vulnérabilité, des gens avec des portraits psychosociaux complexes. Puis de venir évaluer justement, c'est quoi, est-ce qu'il y a de la compromission? Parce que la pauvreté, c'est pas un motif de compromission, tu comprends? Ouais. Fait que là, de venir établir, c'est quoi les besoins de ces gens-là en matière de protection? Tu sais, jusqu'à quel point l'État doit intervenir, puis de commencer à dresser les bases de ce plan-là, mais sans avoir de suivi à faire. Moi, ça me parlait. OK, ouais, tu dispatches justement le suivi Ouais. que le jeune a besoin d'aller, puis qu'est-ce qu'il a besoin de faire après. Oui, Là. exactement. OK, évaluation pour voir si il reste dans sa famille, s'il faut qu'il y ait un famille d'accueil. Puis même avant ça, il faut voir est-ce qu'il y a un besoin de protection. C'est la première étape. Parce que à peu près la moitié des dossiers qui rentrent en protection de la jeunesse qui ne sont pas retenus, qui se rendent à l'évaluation. Ah, Fait que, mettons, là, pour te donner un ordre de grandeur, là, si j'ai 1000 signalements, Ouais. j'en ai à peu près 400 qui vont passer à l'évaluation. OK. Dans ces 400-là, il y en a à peu près 200 à l'époque où j'y étais. Là, ça fait 2 ans que j'y suis plus, mais c'était à peu près ça. Là, on était autour de 50% de rétention. Fait que sur les 400 qui rentrent à l'éval après ça, il y en a à peu près 200 qui vont avoir des services. Parce que la protection de la jeunesse, c'est un service exceptionnel. Donc, on a des critères, là, peu importe là, les numéros d'articles, là, mais il y a des critères qui viennent établir à quel moment est-ce qu'on peut imposer des services.
OK. Puis malgré le fait qu'on puisse imposer des services, on va toujours favoriser le volontariat. Mais bref, ça doit répondre à des critères stricts parce que c'est extrêmement intrusif, la protection de la jeunesse. Mhm. Fait que c'est un pouvoir qu'il faut doser. Fait que c'est OK. pour ça que sur les deux... Puis après ça, sur les 200, là, à l'époque, on avait autour de 50-60% là, de mesures volontaires. Fait que là, tu avais peut-être, je sais pas, 100-120 dossiers qui étaient en volontariat. La différence entre 80 et 100 qui étaient en mesure judiciaire. Mhm. Puis là, ben, dans ça, il y a des placements. Mais le placement, c'est la dernière question qu'on se pose. Ouais, La ouais. première question, c'est ces gens-là ont-ils besoin de nous? Comme C'est PJ? ça. C'est ça. Puis vous pouvez quand même aussi soutenir les parents. Oui, entièrement. En réalité, la majorité du travail, c'est de soutenir les parents. C'est ça. Parce que peu importe justement les difficultés de ces gens-là, ce qu'on oublie des fois, là, c'est que ces jeunes-là existent encore à 18 ans. Mhm. Ils vont retourner auprès de leur milieu naturel. Fait qu'on a Ouais. tout intérêt à investir les milieux Mhm. naturels. Mhm. Les parents de ces enfants-là, je dis milieu naturel parce que des fois, les parents, là, c'est un mot compliqué. Là, qu'est-ce que c'est la famille? Là? Mais c'est qui ces gens-là significatifs pour cet enfant-là? C'est ces gens-là qu'on doit investir et qu'on doit supporter le plus possible. Mhm. OK, OK. Ah, c'est le fun, c'est ça. On n'est pas juste des voleurs d'enfants, comme tout le monde dit, la Non, DPJ. juste la fin de semaine. C'est ça, juste la fin de semaine. Non, mais non, la majorité des dossiers en PJ n'auront pas de placement. OK, nice. Puis, pour toi, c'était quoi un bon travail social de la DPJ? Ça prend quoi, mettons, des personnes qui te disent, wow, elle est vraiment, ou lui est vraiment à sa place? Mettons, parce que moi, j'aimerais ça travailler à DPJ, mais tu sais, Ouais. c'est-tu utopique, là? C'est quoi ça prend? C'est pas utopique du tout. Il y a toujours de la place, fait qu'il n'y a rien d'utopique à aller C'est travailler ça. là. Mais blague à part, c'est une vision très personnelle. Je ne sais pas si tous mes anciens collègues seraient d'accord avec moi. OK. Moi, je pense que ce que ça prend pour travailler en protection de la jeunesse, c'est beaucoup d'ouverture et d'empathie. Je pense que c'est l'affaire qui aide le plus. Parce que c'est ce qui te permet de créer un contact malgré le contexte difficile, intrusif et confrontant. OK. Donc, pour faire un bon travail, il faut avoir une relation avec ces gens-là, une relation d'aide, Ouais. malgré le fait qu'on peut imposer des trucs, malgré OK. le fait qu'on a beaucoup de pouvoir. OK. Fait Donc, que si on a des jugements ou des billets, ben, ça va se voir tout de suite, puis la relation va être compromise, puis on ne pourra pas les aider. Oui, dans le fond. exactement. Fait que, c'est plus facile d'être rigide dans ce temps-là. Puis je pense pas que la rigidité, c'est la solution. Jamais en travail social. Donc, OK. non plus en protection de la jeunesse. Je pense que cette flexibilité-là, la créativité, la capacité de créer justement des relations significatives malgré un contexte difficile, je pense que ça, c'est la base. C'est ce qui va te donner le plus de satisfaction dans ce travail-là. Mais ça prend ça aussi pour être TS de base dans n'importe quel milieu, dans le fond. Ouais. Fait que c'est un milieu comme un autre. Tout à là, fait. tu sais, c'est pas plus... Ce qui arrive, puis là où on va voir des fois, moi je disais toujours que c'était plus facile quand j'ai commencé que quand j'ai fini, parce que prendre des décisions quand on commence, on voit pas toujours la complexité ou la nuance. OK. Fait que c'est plus facile d'être cadrant puis rigide. Ah. Mais avec le temps, avec l'expérience, puis en rencontrant les gens, puis en comprenant tous les éventails de situations, la capacité des ressources aussi à donner des services, prendre des décisions, c'était plus difficile. Pas impossible, mais c'était beaucoup plus nuancé. OK. Donc, le casse-tête est encore plus le fun, en fait. Ben, c'est ça, moment-là. parce que tu vois tous les aboutissants de tous les chemins Ouais. que tu pourrais... Oui, exactement. Fait que, tu sais, quand je disais, à 18 ans, ce jeune-là va retourner voir sa famille, Ouais. il est plus facile à oublier quand tu commences. OK. Mais plus tu avances, puis plus tu les vois vieillir. Puis moi, j'ai terminé comme réviseur. Donc, là, je voyais je vois les familles qui ont des suivis depuis longtemps. Là, c'est différent comme travail. On pourra le clarifier si tu veux tantôt. Mais comme réviseur, tu le vois aussi, justement, cette évolution-là des familles. Les jeunes qui attendent juste d'avoir 18 ans pour retourner dans leur milieu, puis de te dire, qu'est-ce qu'on a fait finalement? T'sais? Ouais, Est-ce qu'on aurait ça. pu l'accompagner différemment? Comment on peut puis penser à ce différent-là, puis essayer de le mettre en place? Moi, c'est ce que j'aimais. Oui, parce que le but, c'est pas de détruire, pour pas que le jeune soit fâché après la DPJ ou que la famille soit fâchée puis que la relation soit comme négative par rapport. Parce que là, après ça, c'est là que tout le monde chiale puis que là, c'est poche qui ne voient pas toute l'aide qu'on peut leur apporter. Hein. Non, exactement. OK. Nice. OK. Ah, c'est le fun. Puis, mettons, toi, là, as-tu des bons coups que tu as été fier d'avoir travaillé justement 10 ans? Tu t'es-tu dit, si on n'aurait pas été là, tu sais, ça aurait pu d'être pire, vraiment? Là. Ah, ben il y en a. Je veux dire, c'est sûr et certain. En fait, les dossiers les plus... On dit crunchy, nous autres, là, entre nous. C'est les dossiers, généralement, qui sont le plus clairs. OK. Moi, j'appelais ça des dossiers 38. Là. Ça veut dire que j'ai l'article 38 au complet pour une brève compréhension de mon terme.
l'article 38 contient tous les motifs de compromission dans la loi de la protection de la jeunesse. OK. Donc, de l'abandon à l'abus, tout, en tout cas, Ouais. c'est contenu à l'article 38. Ouais. Puis, lorsqu'on retient une situation de compromission, on doit déterminer sous quel motif. Donc, Ouais. on va venir dire, par exemple, la situation est, je sais pas moi, compromise en vertu de l'article 38B. 1, II, négligence au plan de la santé. Donc, l'article 38 contient tous les motifs. Fait qu'il y a des dossiers que j'appelais des dossiers 38 où ce que j'aurais pu mettre pratiquement tous les motifs de compromission. OK. Fait que ces dossiers-là, nécessairement, tu te poses aucune question sur le sens de ton travail parce que c'est d'une grande évidence. OK. Je sais clairement que je protège un enfant à ce moment-là de plein de choses. Puis je me pose pas la question. Fait que j'ai des dossiers, un en tête particulièrement que je sais que effectivement, je me pose pas la question est-ce que j'ai aidé? Oui, j'ai aidé. C'est sûr que j'ai aidé. C'est sûr que j'ai permis à ces enfants-là de sortir d'un milieu qui était complètement inadéquat. OK. Puis il y a d'autres situations, des fois qui sont plus nuancées, puis qu'effectivement, ben là, c'est à travers les relations qu'on a développées avec les parents, puis à travers le coup de pouce. Puis, honnêtement, on a. Je veux dire, moi, j'ai vu au-dessus de 1000 familles, probablement, là, du temps que j'étais en protection de la jeunesse. Mais j'ai eu. Tu sais, quelques fois, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir un téléphone 2-3 ans plus tard. Hey Tommy, je voulais juste te dire merci. On vient de terminer notre épisode de service, la situation va bien, tout est réglé. Puis je voulais te dire merci du travail puis du bout que tu as pris avec nous autres. Alors que moi, j'ai fait aucun suivi, j'ai fait l'évaluation, j'ai aligné ces gens-là, mais des fois, ça peut être long là, comme période. Mais... Donc, ça, j'en ai quelques-uns comme ça. Puis honnêtement, je les chéris, ces situations-là. Ça vaut toute l'or du monde. Là. Je veux dire, ça, c'est la vraie paye, là, je trouve. Oui, exactement. Puis ben, un jour, j'aurai peut-être la chance ou pas. Je veux dire, on ne fait pas toujours des heureux dans ce métier-là, mais de croiser des étudiants en travail social que j'ai eu comme jeune quand je travaillais en protection. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est ça qui est beau. Ben, il y en a une justement à l'épisode là, qui est ici. C'est ça, c'est une enfant de la DPJ, puis elle est rendue TS pour la DPJ. C'est inspirant, là. C'est beau, je trouve, parce que justement, je trouve qu'une TS qui a de l'expérience en DPJ, en tout cas pour un jeune, la relation de confiance, elle doit être... elle doit comprendre qu'est-ce que le jeune vit, tu sais. Oui, ben, c'est sûr que ça amène un autre regard sur le système. C'est un système qui évolue rapidement, mais oui, c'est sûr que ça amène un autre regard, puis peut-être une sensibilité plus grande justement à ces changements de milieu-là, par exemple. Je pense que c'est là où la critique est la plus vive, là, généralement. Là. On n'a pas changé ou on a changé. Dans les deux cas, on ne fait pas la bonne chose. Mais c'est là que les critiques peuvent être les plus vives. Fait que oui, ça amène un regard un peu différent, c'est sûr et certain. Okay. Ouais. J'en ai connu une. J'ai eu une collègue que, en fait, fait étrange, son chef de service, ça avait été son TS. Ah ouais. Oh wow, c'est beau. Je trouve ça inspirant. Puis, tu voudrais-tu me faire un petit portrait global, justement? Ben, tu disais que prochainement, tu vas m'enseigner en deuxième année le cours l'historique. Tu pourrais-tu me faire un petit historique de la DPJ? Ça a parti de quoi? Sûrement avant, c'était les sœurs qui avaient des femmes avec les orphelins. Puis, En fait, la question de la jeunesse en difficulté, c'est quelque chose qui habite... je t'en parlais avant qu'on jase là. Le droit puis le service social, c'est deux choses qui sont intimement reliées. Puis on le voit à travers l'évolution des lois, la conception sociale qu'on se faisait des enfants. Puis déjà, dès les années 1850, on avait des lois spécifiques qui venaient régir certains aspects pour différencier le statut des enfants et des adultes, particulièrement en lien avec la délinquance. Okay. Donc, déjà en 1850, c'était, je peux même te dire le nom, je pense que c'était le... En 1851, je te lis ça, OK? Il y a une première résolution qui avait été adoptée. Une grande partie des jeunes criminels ont plutôt besoin d'une éducation systématique, soignée, industrielle que de simples châtiments. Donc, on avait déjà, dès 1850, une vision que les jeunes qui vivaient des difficultés, en fait, c'était le résultat d'une éducation qui était escamotée, je vais le dire comme ça. Puis là, après ça, on a commencé à établir un système carcéral spécifique pour les jeunes, puis un système d'écoles, on les appelait les écoles d'industrie, donc qui visaient à socialiser les jeunes davantage. Mais la première loi de la protection de la jeunesse est arrivée en 1977. Donc avant ça, il y avait effectivement l'État puis la religion est intimement reliée. Donc évidemment, les ordres religieux s'occupaient des orphelins, s'occupaient de... En fait, il accueillait aussi un nombre d'enfants de familles extrêmement nombreuses. Donc, si tu avais 12 enfants, tu en avais un curé, une ou deux sœurs, puis un ou deux frères. Puis c'était une façon d'assurer une éducation dans la famille, mais aussi d'alléger. Parce qu'une famille de 12, si tu vis en campagne, c'est une chose. Si tu vis en ville, c'est autre chose. Il y a toute cette évolution-là sociale.
On a eu la Révolution tranquille, puis après la Révolution tranquille, il y avait quand même des besoins au niveau de sécuriser Mm. l'avenir de nos jeunes. Pa- Puis c'est là où on s'est doté de la loi. Parce que c'était pas tous les enfants qui allaient à l'école aussi à un moment donné, là, dans Non, l'histoire, là. non, mais puis c'est ça, parce qu'il y a plein de lois qui ont convergé. Il y a la loi sur l'instruction publique, que je ne sais pas en quelle année elle est arrivée, mais la loi sur l'instruction publique est arrivée qui vient obliger la fréquentation scolaire. Mhm. Tu as eu une réforme du Code civil en 1977 aussi qui est venue, par exemple, donner les droits égaux aux parents. Parce qu'initialement, dans le Code civil, il y avait une différence entre le père et la mère, Ouais. puis leur statut, puis il y avait une espèce de suprématie du père. Mhm. En 77, on est venu abolir les termes genrés, on est venu parler de parents, pour donner une responsabilité, une autorité, puis un pouvoir égal dans les familles. OK. Donc, on est venu défaire cette inégalité-là, puis en même temps, on est venu créer la loi de la protection de la jeunesse. OK. Puis on a créé, à l'époque, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. OK. OK. Ouais. Puis là, ben, cette loi-là, elle a évolué dans le temps, évidemment, parce que la société évolue dans sa conception des enfants, de leurs besoins, puis de ce qu'est une bonne éducation. Puis la dernière modification à la loi, elle est dans les dernières années suivant la commission Laurent. Oui. Mais il y a eu là, des grandes réformes. Puis une des grandes refontes, là, c'est en 2007 où on a modifié justement les motifs de compromission. Puis on a les motifs actuels. Puis dans les dernières, là, ben, là, on a l'ajout de tout ce qui est en lien avec la violence conjugale, là, notamment le 38C.1. Là. OK. Donc, qui vient expliquer spécifiquement spécifiquement les enjeux liés à la violence conjugale. Là. OK. OK. Puis ça, il s'était pas ajouté là-dedans Non, avant. avant, on l'introduisait dans les mauvais traitements psychologiques. Puis en fait, là, c'est que c'est un changement de paradigme face à la violence conjugale. Donc, on le voit avec l'évolution du discours socialement sur la violence conjugale, ben, c'est venu modifier OK. nos lois en matière de protection de la jeunesse. OK. Puis la commission Laurent, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de trucs à améliorer. Oui. Mais tu trouves-tu qu'il en manque un petit peu concrètement? En fait, je pense que le danger, ça va être de se dire un jour où on est arrivé à un système complet qu'on n'a plus besoin de retoucher. C'est un système qui va devoir continuer à évoluer. Oui. Donc, de poursuivre cette réflexion-là, puis cette évolution-là, je pense que c'est sain. La commission Laurent était nécessaire, puis ben, je crois pertinemment que dans 10 ans, il va falloir réfléchir à nouveau nos services parce que la société va continuer à évoluer, puis les besoins de la société à travers tout ça. OK, OK. Parce qu'il y avait aussi le fait, à 18 ans, il n'y a plus de service. La commission Laurent avait proposé justement. Puis là, concrètement, je pense pas que la DPJ va extensionner l'aide en 18 ben, ce qui ans. arrive, il faut faire attention parce qu'il y en avait déjà de l'aide qui passait 18 ans. Ah! Ça existe déjà, il y a des programmes qui sont là, notamment PQJ. Oui. PQJ, Programme de qualification jeunesse, c'est un programme qui était disponible jusqu'à 19 ans. Qui commençait à l'âge de 16 ans, de 16 à 19 ans. Puis c'est un programme sur une base volontaire pour nos jeunes les plus poqués, je veux dire comme ça. Donc, des jeunes qui ont été placés jeunes, qui ont un réseau plus faible, puis qui vont arriver à l'âge adulte, puis justement qui vont être laissés à eux-mêmes. Ouais. Qu'à l'époque, ils partaient avec le sac de vidange du centre de réadaptation, puis c'était Ouais. PQJ, c'est là depuis longtemps. Ça doit faire 15-20 ans que ça existe, ce programme-là. Ah, OK. Là, l'avantage, c'est que c'est des programmes en réadaptation qui ont été bonifiés. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y avait 2 programmes de préparation à la vie autonome. Il y avait SAVA puis PQJ Sonestrie. Donc, PQJ, dans les discussions, c'est de pouvoir le monter jusqu'à 21 ans dans le soutien de ces jeunes-là qui sont justement qui ont moins de réseau. C'est toujours sur une base volontaire, on ne peut pas l'imposer. Puis, SAVA, qui pourrait s'étirer jusqu'à passer 18 ans, donc je pense jusqu'à 19 ans, qui est un autre service qui peut arriver un peu plus tard dans la trajectoire. C'était pas obligé de commencer à 16 ans pour le programme SAVA. Ils peuvent porter des noms différents ailleurs dans la province, mais à la base, là, c'était un peu cette réflexion-là. La loi de la protection de la jeunesse, elle n'a pas changé. La loi de la protection de la jeunesse, c'est encore jusqu'à 18 ans que tu es protégé. Okay. Donc, il faut faire une grande distinction entre service et besoin de protection. Okay. Donc, en réalité, le service, je pense que c'est une réorganisation des services sociaux au complet, puis pas uniquement de la PJ. Comment est-ce qu'on peut adoucir les transferts de dossiers vers des services adultes, par exemple? Oui, c'est ça. Ou tu sais, quand ils sont dans des familles d'accueil à 18 ans, des fois, ils sont... Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer cette transition-là? Mais il y a déjà des choses qui se faisaient au niveau des transitions. Puis, on a des jeunes qui ont d'excellents liens avec leur famille d'accueil. Il y a plein de façons de rester en famille d'accueil aussi. Là. C'est une autre affaire qu'on pourrait parler longtemps. On n'est pas obligé d'être... la tutelle, c'est un bel exemple de projet de vie alternatif. On a des beaux mots pour tout en PJ. Mais c'est un exemple de projet de vie alternatif qui peut être extrêmement intéressant. Puis justement, une famille d'accueil devient un peu plus autonome. Il y a moins de suivi avec la PJ. En fait, il n'y en a plus dans une tutelle. C'est une trajectoire un peu plus normale, puis un lien un peu plus normalisé et normalisant qui s'installe entre un jeune et sa famille d'accueil. Donc, c'est des choses qui existent puis qui peuvent
ensuite de ça, qui donnent cette opportunité-là aux familles d'accueil de poursuivre leur investissement après 18 ans parce que le jeune est compté différemment dans leur Ouais. dans le décompte là, de famille d'accueil, là, OK. de leur charge, là, on va le dire comme ça. Là. Donc, il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent se faire. OK, nice, nice, Ouais. nice. Puis t'as-tu remarqué aussi dans la loi, y a-tu quelque chose qui a été changé? Parce que souvent, les enfants, tu sais, ils étaient beaucoup barouettés. Mhm. Puis là, ils priorisaient le fait que l'enfant reste à un plan de vie, Ouais. à un endroit stable. Il y a eu de l'évolution là-dedans par Ah rapport à oui, ça? bien, ça vient avec le changement de 2007. Donc, en 2007, l'introduction du projet de vie est venue justement clarifier ça. Puis c'est, je veux dire, avant, on chialait que les enfants étaient barouettés, puis là, on chialait que les enfants étaient trop alignés rapidement sur des projets de vie. Mais en réalité, depuis 2007, les délais maximaux de placement ont été introduits. Puis c'est des choses qui sont utilisées, c'est la loi. Donc, on n'a pas le choix de les respecter. Donc, depuis 2007, en fait, on va vers des projets de vie alternatifs plus rapidement. OK. Il y a certains jeunes encore aujourd'hui que c'est difficile dans le sens où on prévoit certains projets de vie qui n'arrivent pas à s'actualiser. OK. Donc, si on parle, par exemple, là, d'un placement en famille d'accueil à majorité, okay, on va plus rapidement vers ces... Ben, plus rapidement. On va plus rapidement vers ça, là, c'est la façon la plus simple de le dire. Uh-huh. Mais il y a des jeunes qui ne fonctionnent pas bien en famille d'accueil, qu'il y a trop d'enjeux, puis qui vont faire du in-and-out, centre de réadaptation famille d'accueil. Ben, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est le bon projet de vie? Mhm. Mais le projet de vie, on commence à y réfléchir, ou on devrait commencer à y réfléchir dès l'évaluation. OK. Puis c'est-tu 2 ans que le parent a, mettons, là? Ça dépend de l'âge du jeune. Ah, OK. Fait que si c'est un bébé, donc en bas de 2 ans, le parent a 1 an pour OK. démontrer. Puis on n'est pas obligé d'attendre 1 an. Hein. Donc un parent qui aurait commis, par exemple, des gestes très importants ou qu'on demande un changement beaucoup trop grand, on pourrait faire, on peut demander déjà une clarification de projet de vie dès les premiers mois, si on veut. On n'est pas OK. obligé d'attendre 1 an, mais dans la loi, au bout d'1 an, s'il n'y a pas eu de changement significatif ou qu'on ne s'attend pas à un changement dans les prochaines Mhm. semaines, prochains mois, Ouais. ben à ce moment-là, c'est un projet alternatif. Là. OK. Donc, projet alternatif, en fait, c'est les projets long terme. OK. Donc, ça veut dire un enfant on vient clarifier qu'il ne retournera pas auprès de son parent à ce moment-là. Mhm, mhm, mhm. OK. Fait que ça peut être les placements à majorité. Dans le cas des bébés, ça va être souvent l'adoption Oui. qui oui. va être ou la tutelle. L'adoption tutelle, c'est des projets qui sont plus fréquents, évidemment, pour les poupons. Puis après ça, de 2 à 5 ans, les parents ont 1 an et demi, puis à plus de 5 ans, ben là, c'est 2 ans. OK, parfait. Fait que là, dans le fond, on faisait l'historique, le timeline, puis à partir d'aujourd'hui. Oui. Puis, as-tu des idées par rapport aux autres pays, mettons en France? Parce que ça existe juste au Québec, là, la protection de la jeunesse. Ça n'existe pas juste au Québec, il y en a partout de la PJ. On l'appelle toutes différemment, mais il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a ailleurs dans les autres provinces. On a des protocoles de collaboration avec les autres provinces. Donc, c'est des lois provinciales. Mais toutes les provinces au Canada ont leur loi de la protection de la jeunesse et leur système de protection de l'enfance. Aux États-Unis, les CPS, même chose. Donc, Child Protective Services. Puis c'est comme ça que ça peut s'appeler aussi ailleurs dans certaines provinces. Donc, ça existe un peu partout. Donc, toute l'Europe ont des services de protection de l'enfance. Je dis toute l'Europe, il y a probablement une exception, là, juste pour me faire mentir. Mais de façon générale, il y en a. Quand on regarde, par exemple, la Grande-Bretagne, ils ont un système qui ressemble beaucoup au nôtre, surprenant. Hein? On a à peu près la même origine au niveau légal. Oui. Donc, la Grande-Bretagne, les crises qu'on a vécues, nous, en 2019 et dans ces eaux-là, eux l'avaient vécu peut-être il y a une dizaine d'années auparavant. Donc, il y a des choses qu'on voit, des patterns qu'on voit qui sont très similaires, avec des organisations légales, puis ultimement des services qui sont assez similaires. OK. Puis ensuite de ça, il y a il y a un volet aussi pour les pays en développement qui est chapeauté par UNICEF. Donc, il y a de la protection de la jeunesse dans les pays en développement aussi. C'est sûr qu'on est à d'autres endroits. On doit se le dire, c'est un service qui coûte cher à la société. OK. La PJ, ça coûte cher. Protéger nos enfants, ça coûte cher. Parce que c'est des services de deuxième ligne et demie, j'aime dire. Là. On est dans le spécialisé. Ouais. À partir du moment où il y a de la judiciarisation, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher à l'État. En temps de juge, d'avocat, les avocats payés souvent par l'aide juridique. Pour les enfants, toujours par l'aide juridique, parce que les enfants sont représentés au tribunal aussi. Tout le service qui est là. Fait que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Un enfant placé, ça coûte cher. Que ce soit en centre de réadaptation, que ce soit en famille d'accueil. Donc, c'est un service qui est quand même onéreux pour une société. Fait que c'est un service de pays riches. Mais on peut protéger les enfants autrement. Puis c'est ce que pousse aussi l'UNICEF de partir des communautés, puis des besoins des communautés, puis comment eux considèrent la protection de l'enfance. Mais tu sais, je veux dire, on les protège pas de la même chose. Là. On les protège pas. Ici, on protège pas nos enfants d'être enfants soldats. Tu sais. Mais ça va faire partie des préoccupations dans certaines régions du monde. C'est spécifique à chaque endroit. Mais j'ai le goût de dire, c'est presque
c'est presque universel l'idée que l'enfant a besoin d'être protégé. Ah ouais. C'est notre conception de l'enfant qui est différente. À quel OK. âge t'arrêtes d'être un enfant? Oui, c'est ça. C'est vraiment C'est ça ça. la grosse différence, mais quand on regarde par exemple en Ontario, la majorité des motifs de compromission ne sont pas applicables après 16 ans. Donc, les enfants sont protégés jusqu'à l'âge de 16 ans. Ici, c'est Ah, jusqu'à 18 ans. ah, Donc, en fonction des régions, il y a des différences. ben oui. Mais c'est notre conception de c'est quoi un enfant, OK. puis du besoin de protection puis de la vulnérabilité. OK. OK, nice. Puis, t'as-tu travaillé avec des organismes parallèles ou du monde qui sont pas dans la DPJ, mais qui soutiennent la DPJ? Un tas, je veux dire, les organismes communautaires, il y en a plusieurs qui vont supporter la protection de la jeunesse. On peut penser, évidemment, tout ce qui est les réseaux des maisons des familles, par exemple. Là. Les maisons de la famille, c'est des services aux familles qui peuvent être très Ouais. présents. Les organismes d'accompagnement dans les situations de séparation, ici en Estrie, on a la Maison Calme, à Sherbrooke, qui est, dans le fond, qui offre des services aux familles qui vivent des difficultés avec leur séparation. Donc, les conflits de séparation un peu plus graves, Mhm. qui peuvent superviser des contacts, qui peuvent aussi faire des échanges sécuritaires. Donc, Ah. lorsqu'il y a des enjeux au niveau des parents, OK. donc, qui offrent ces services-là. Hmm. Puis, en fait, qui soutiennent, oui, parfois la protection de la jeunesse, mais aussi beaucoup la Cour supérieure, la Chambre de la famille. Ah. Donc, il peut y avoir des ordonnances de supervision de contact qui vont être données à la Maison de la famille, parce que la supervision de contact, c'est pas uniquement l'affaire de la protection de la jeunesse. OK. Il y a des OK. organismes qui font ça. Ah. Donc, la Maison Calme, ça en a un exemple. Puis après ça, tu peux penser à tous les organismes qui viennent supporter les différentes clientèles, par exemple en matière de comportement, que ce soit les organismes alternatifs en santé mentale, les organismes comme Momentum ou Le Seuil en Estrie qu'on a qui viennent supporter les hommes particulièrement dans la gestion de la colère, gestion de l'agressivité, de l'impulsivité, de la violence. Ouais. Donc, qui peuvent offrir de la thérapie, qui peuvent offrir du groupe, qui peuvent offrir différentes approches. Donc, il y a du suivi qui peut se donner là. Puis, on peut penser après ça aux organismes de défense de droit. Donc, il y a des organismes d'accompagnement dont j'oublie le nom là, parce que je veux le nommer. Je pense à un dans la région de Magog, entre autres, j'ai déjà eu des intervenantes qui accompagnaient le parent, justement, OK. pour le supporter dans ses démarches auprès de la PJ. OK. Donc, c'est un organisme externe parce qu'à l'intérieur de la protection de la jeunesse, il y a le comité des usagers qui peut offrir cet accompagnement-là. OK. Mais à l'extérieur aussi, il y a des organismes des fois qui peuvent être là pour supporter les parents. Puis, j'ai vu la Maison de la famille faire de la défense de droit aussi. Donc, en fait, tout le portrait des organismes communautaires peut être pertinent en protection de la jeunesse parce que ça prend une société pour protéger les enfants. Ben oui, mais pour vrai, c'est comme un travail d'équipe. Complètement. J'ai appelé l'autre fois, c'est, je pense, le tremplin 1630. Ouais. Justement, il y a des intervenants du PQJ qui préparaient l'entrée au tremplin des jeunes qui sortaient des centres jeunesse. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oui, tout à fait. Puis le tremplin, c'est un bel exemple. C'est pas un organisme spécifique qui travaille avec la protection de la jeunesse, mais ça fait partie des ressources auxquelles on peut venir garnir le réseau du jeune qui va sortir de la protection de la jeunesse. La maison jeunesse, même chose, là, c'est une maison des jeunes, mais qui offre un volet hébergement aussi. OK. Donc, on a des jeunes, des fois, qu'on a envoyé en hébergement là, temporairement, parce que ça brasse 3 maisons. On pense à des ados un peu plus rough, un peu plus difficiles, des tensions avec les parents. Un petit répit, puis on va le travailler de là au lieu d'aller vers un centre de RADAP ou une famille d'accueil. On est un peu plus dans le milieu. Puis c'est des outils qui peuvent être utilisés sans la protection de la jeunesse. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas être impliqué dans la vie des gens. C'est ça. Mais initialement, le but, ça serait plus de prévenir. Comme tu dis, ça coûte tellement cher. S'il y aurait beaucoup de prévention puis de support aux parents, tu sais, c'est le gros enjeu présentement parce que on regarde la première ligne. Donc, si on regarde le réseau public, première ligne, on va parler des CLSC. Donc, l'aide services généraux, les services enfants, jeunesse, famille. Ces gens-là sont beaucoup moins que ce qu'il y a en protection présentement. Ça devrait être l'inverse. On devrait avoir beaucoup plus de gens en première ligne qui font de la prévention, qui accompagnent ces familles-là avant que ça dégénère au point où on a besoin de la PJ. Mais là, la PJ est tellement pris au cou que là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais il y a quelque chose à réfléchir. Mais ça, on pourra en parler longtemps. Ça fait partie des discussions qu'on a eues même entre nous à l'époque longtemps, de dire comment on peut éviter que les jeunes passent par la PJ. C'est un des premiers constats de la Commission Laurent. Les services jeunesse, maintenant, la porte d'entrée pour un grand nombre de jeunes, c'est la protection de la jeunesse. Oui, c'est ça. Puis elle parlait des écoles, puis justement des CLSC, puis des organismes communautaires, puis tu sais que tout le monde est censé être un filet social avant la DPJ. C'est notre 4e critère de protection. Quand on fait l'évaluation que je te parlais tout à l'heure, l'article, c'est l'article qui on appelle ça le concept de protection. Là. Le 4e, c'est est-ce qu'il y a des choses dans l'environnement? Donc, c'est quoi? Est-ce que les services peuvent pallier? S'il y a des services qui peuvent pallier, ce n'est pas un besoin de protection. Ça devrait être le dernier recours, c'est la protection sociale. Ouais, c'est ça. C'est l'ingérence de l'État dans la vie familiale.
Puis il faut le garder en tête quand on y travaille. Ah ouais. Mon rôle, il doit être exceptionnel. L'implication dans une famille doit être l'exception. Ouais. Ouais. Fait que c'est comme politique, il faudrait que ça parte d'en haut pour comme un peu améliorer ce système-là. Ouais, puis en même temps, en bon TS, je vais dire, il faudrait que ça parte d'en bas. Il faudrait qu'il y ait une Ah ouais? volonté sociale OK. de venir supporter, mais je pense que tu sais, imagine-toi avoir une discussion avec un membre de ta famille sur le fait que je pense que tu fais pas la bonne job avec ton enfant. Non, je sais, c'est parce que c'est le pire métier au monde, tu sais, d'être parent, mais c'est le plus beau métier au monde. Mais Ouais. je veux dire, de te faire dire que t'es pas bon, Puis par quelqu'un de ton environnement, de ton quartier, de dire « Hey, je pense que tu as besoin d'aide. » Parce que la majorité des gens, c'est pas qu'ils sont mauvais. Là. Mm. Il y a une foule de facteurs qui viennent expliquer les difficultés. Ben oui, Ils ont besoin de soutien dans leur rôle parental. Ben oui. That's it, là. Je veux dire, c'est ça. n'importe qui peut avoir besoin d'aide Ben dans oui. son rôle parental. Ben oui. Moi, le premier. tu sais. Ben moi tout. Donc concrètement, c'est juste qu'on a beaucoup de difficultés à faire ça. Tu sais, le filet social Ouais. est un peu effrité. Ouais. Et on aime mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Uh-huh. Puis on aime bien redonner cette responsabilité-là à des organismes officiels. Ouais. Donc, cette évaluation-là, se déterminer justement les habiletés parentales, on aime mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc, je pense que ça prend une volonté populaire de protéger les enfants, de comprendre ce que c'est la protection des enfants. Puis je pense que c'est ce que ça a amené les dernières années, justement, notamment avec la commission Laurent, mais pas uniquement ça. Tu sais, je pense qu'on en parle le plus du rôle parental, de la pression que les parents subissent aussi. Socialement, c'est quoi être un bon parent? Puis merci Instagram et compagnie pour venir nous mettre énormément de pression sur être un bon parent, ce que c'est. Mais d'avoir cette réflexion-là sur qu'est-ce que ça prend pour soutenir nos familles avant que ça soit à l'État de le gérer. S'il y a cette volonté populaire-là, nécessairement, ça aussi, ça peut avoir un impact sur les lois. C'est ça. Puis après ça va redescendre. OK, fait que c'est un peu culturel, comme tu dis, justement. Puis, tu sais, avant, on était des grosses familles, on était ensemble, tu sais, nos personnes âgées, ils restaient à la maison, tu sais, on s'entraidait toutes, là. On connaissait nos voisins, fait que c'est sûr, là, tout le monde est tout seul, tout le monde travaille, temps plein, les deux parents, on est fatigués, bouqués. Oui, exactement. Je veux dire, le rythme de la vie, est-ce que c'est bon signe d'être adapté dans une société qui est dysfonctionnelle? Ouais. Je pense que c'est là qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment la faute toujours du parent? Non. Puis quand tu demandais qu'est-ce que ça prend, justement, je pense, pour être un bon TS en protection de la jeunesse, c'est ça, d'être capable de voir qu'il y a une partie de la responsabilité qui appartient aux parents, puis une partie de la responsabilité qui appartient à quelqu'un d'autre. Puis on ne peut pas tout leur mettre sur les épaules. Ben non. Donc, qu'est-ce qu'eux ont besoin aussi pour aller mieux? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour supporter cette famille-là? Chaque famille est différente, chaque famille est unique, chaque enfant est unique. Donc, d'avoir cette vision un peu plus large-là, c'est le défi dans un système qui est un peu débordé. Puis un peu, je suis gentil en le disant. Oui, puis très cadré, structuré, protocole. Puis justement, là, toi, tu enseignes le micro-programme pour la protection de la protection de la jeunesse. Parle-moi donc de ça, c'est le fun, ça, c'est nouveau. Oui, dans le fond, là, c'est un travail qui a débuté il y a... J'étais encore en PJ. Fait que ça doit faire 2-3 ans. Peut-être même un peu plus. Puis moi, dans la conception du microprogramme, j'ai un rôle très, très partiel, je veux dire comme ça. Là. Je suis arrivé en fin de parcours dans les discussions. Puis ça a été construit là, conjointement entre le CIUS de l'Estrie-Chu, des gens en protection de la jeunesse, donc différents APPR, Josiane Turcotte qui a été très impliquée dans tout ça, la DPJ, l'adjointe, la DPJ de l'époque. Bref, plein de gens. Et l'Université de Sherbrooke pour développer justement un microprogramme de formation spécifique. En fait, ici, il s'appelle le microprogramme, je pense, en protection de la jeunesse et le bien-être des familles, là, quelque chose du genre. Donc, moi, je suis arrivé sur la fin parce que j'étais déjà chargé de cours à cette époque-là. Puis, participer aux dernières discussions, puis surtout la construction du premier cours du microprogramme qui a été donné. Donc, à quelques semaines d'avis, OK, go, on y va, on monte un cours. Puis, moi, j'ai le bonheur de donner le cours processus d'évaluation continue de prise de décision en protection de la jeunesse. Donc, c'est un cours qui est ouvert pas uniquement aux gens en exercice, mais le microprogramme est ouvert principalement aux gens qui sont en exercice. On a 2 cours là, dans le parcours qui sont ouverts aussi aux étudiants de la maîtrise, dont celui que je donne. Puis, en fait, c'est ça, le microprogramme vise à donner de la formation continue aux gens qui sont en exercice présentement puis qui veulent pousser plus loin leur pratique. Puis, en fait, c'est la réflexion derrière la pratique. Donc, c'est super intéressant comme micro-programme. On a terminé la première boucle l'année dernière. Donc, il y a une séquence de 5 cours qui se donne. On l'a terminé la première. Donc, j'ai participé à l'évaluation un peu de du premier tour de roue.
on a modifié certaines affaires pour que ça soit plus facile pour les chargés de cours et les étudiants. Puis on verra là, la pérennité de tout ça. Mais il y a une volonté politique aussi qui est en arrière de ça. OK, c'est ça, je me demandais, c'était quoi le besoin? Pourquoi vous avez créé ça, justement, pour que l'ETS ait un petit peu plus de contenu? Parce que le bac en service social, il n'y a pas de cours spécifique de la protection, puis c'est beaucoup légal, il y a beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, si on regarde le bac ici en travail social, il y a le bout que je vais donner dans le cours d'évaluation où on en parle un peu plus. Il y a quelques profs que vous avez aussi qui arrivent de la protection de la jeunesse dans leur cheminement. Donc, que ce soit à travers des cours d'éthique ou d'intervention individuelle familiale, par exemple, il y a des gens qui ont travaillé en PJ ou qui ont de l'expérience. Mais spécifiquement des cours en protection de la jeunesse, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Donc, il y a, je pense que ça fait partie des recommandations, on va renommer encore une fois la commission Laurent, mais de développer des programmes spécifiques pour la protection de la jeunesse. Des titres d'emploi spécifiques aussi au sein du réseau pour les intervenants en protection de la jeunesse, pour reconnaître cette spécialité-là, parce qu'on n'était pas engagé. Il n'y avait pas rien de spécial à être en PJ. Là, même salaire que tout le monde, même conditions que tout le monde. Malgré certaines pressions, des fois, qui sont un peu plus importantes. Donc, de venir créer des titres d'emploi spécifiques. De reconnaître la particularité du travail en protection de la jeunesse. Comme on pourrait reconnaître la particularité du travail dans bien d'autres domaines, c'est pas spécifique à la PJ. Donc, il y a cette volonté-là, en fait, de venir créer des programmes universitaires pour supporter la formation en protection de la jeunesse. Puis, nous, on l'a fait là, il y a 3 ans déjà, là, le MOVE. Là, donc, c'est merveilleux. Ouais. Puis, as-tu des feedbacks, justement, des étudiants qui ont fait ton microprogramme, qui disent que ça les aide pour le terrain? Oui. J'ai surtout du feedback des étudiants que moi j'ai vus. J'ai regardé aussi les sondages qu'on avait envoyés. On n'a pas eu tant de réponses, mais comme à l'habitude, avec des évaluations de cours, c'est jamais top. Mais oui, c'était un peu étrange parce que quand j'ai donné le premier cours, j'enseignais à une partie de mes collègues. Moi, j'étais sur la fin de mon parcours en PJ, je m'en allais, mais j'enseignais à des gens avec qui j'ai travaillé ou je travaillais encore. Puis, oui, il y a une partie de tout ça, je pense, qui vient supporter la complexité ou comment gérer la complexité du travail en protection de la jeunesse. Puis oui, à travers les différentes choses, il y a des cours qui, effectivement, là, amènent concrètement des outils aux intervenants en protection de la jeunesse pour leur pratique quotidienne. C'est ça, comme tu dis, c'est très complexe. Là. Puis il faut que tu prennes une décision quand même assez rapidement, un peu. Là, toujours. Il y a une citation que j'utilise en classe, donc tu auras le bonheur de l'entendre à un moment donné, mais justement qui décrit la prise de décision en protection de la jeunesse. C'est de dire, travailler en protection de la jeunesse, c'est prendre des décisions dans un contexte d'urgence, où j'ai pas toujours toute l'information, où on vit des émotions intenses, on est dans des situations intenses, puis où le risque de se tromper est énorme. En fait, le préjudice possible si je me trompe est énorme. Que je reste ou que je ne reste pas, que je place ou que je ne place pas, chaque décision que je prends, ça peut changer une vie. Ben oui. Pour le pire ou pour le mieux. Okay. Donc, c'est une pression énorme de prendre ces décisions-là. Puis, c'est toujours des décisions que je suis en train de prendre. Si je décide de... C'est aussi ridicule que est-ce que je retourne l'appel tout de suite ou demain? C'est une décision qui peut avoir un impact majeur. Donc, ça peut être difficile à saisir pour les gens qui ne font pas ce travail-là. Mais des fois, les crises ne se présentent pas de la même façon. Puis, il faut... Fait qu'on est toujours en train de prendre ces décisions-là sur le fly, rapidement, avec les informations dont on dispose, puis dans un contexte où on va en prendre des dizaines, sinon plus, des décisions par jour. C'est ça. D'où la spécificité de l'intervenant, de son titre, de son poste, qui est quelque chose de particulier que la personne au CLSC avec son bureau qui fait des suivis, là, mettons. Oui, bien, puis c'est pas un meilleur travail, ils sont pas plus compétents, c'est des compétences complètement différentes. Je veux dire, moi, j'ai été à la cour beaucoup plus souvent que mes collègues en CLSC, puis pas parce que je suis meilleur, parce que c'est le contexte dans lequel j'interviens. Je dois aller défendre ma position à la cour. Donc, pour les intervenants d'expérience, généralement, au tribunal, c'est plus problématique. Là. Je veux dire, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la routine. Oui. Cette semaine, j'ai 3 rencontres dans un milieu familial lundi. J'ai un tribunal mardi, puis mercredi, je fais d'autres choses. Puis c'est tout simplement normal. Ça fait partie ça fait partie d'une semaine normale, aller au tribunal. Donc, il n'y a plus ce stress-là, cette pression-là. On connaît les juges un peu plus, on connaît les avocats, c'est des petits milieux. Hein, donc, on évolue différemment. Donc, c'est très spécifique comme travail. Ah, c'est le fun. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à décider de ne plus travailler là, mettons?
très honnêtement, c'est usant. OK. C'est usant. Un des aspects qui est, j'ose croire que ça a évolué. J'ai entendu que ça a évolué, mais le soutien individuel, entre autres, auprès des intervenantes, des intervenants, est un peu mieux qu'il était. Il faut comprendre qu'on est toujours dans des situations difficiles. Parce que les situations qui ne sont pas difficiles, on ne les garde pas. Donc, toutes les situations avec lesquelles on travaille... Ils n'ont pas besoin de toi, c'est facile. Fait que, c'est cool, c'est positif. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai vu une journée, puis c'est réglé. Mais ceux qui restent dans la charge, ceux qui demandent, ben, c'est des situations qui sont difficiles. Donc, il y a une exposition élevée. Le trauma, c'est un peu à la mode ces temps-ci, on en parle beaucoup. Mais il y a une exposition élevée à des événements traumatiques. Le trauma vicariant, entre autres. Là. Donc, c'est d'être exposé, c'est de vivre des symptômes traumatiques par l'exposition aux histoires des traumas des autres. Mais je veux dire, moi, je peux pas compter le nombre d'histoires de viol que je me suis fait raconter. Je peux pas compter le nombre d'histoires de violence intense. C'est pas juste ça. La majorité, c'est pas ça. Mais c'est des choses qui peuvent être récurrentes. Les gens sont pas tous contents de nous voir arriver. Donc, on est exposé aussi à une certaine agressivité. Puis tout dépend de qui on est comme intervenant. Moi, j'ai été chanceux, j'en ai pas eu tant que ça, mais est-ce que ça m'est arrivé d'être enfermé dans un logement? Oui, tu sais. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver, mais sais-tu quoi? Ça peut arriver en santé mentale adulte, puis ça peut arriver dans n'importe quel contexte d'intervention. Oui, c'est ça. C'est la fragilité des situations dans lesquelles on va, puis en fait, là, il y a eu une détérioration dans les dernières années. De notre capacité à donner des services, puis la COVID a eu un impact important dans la stabilité des familles, dans l'état de santé mentale des gens. Fait que je suis parti 2 ans après le début de la COVID. Donc, ça a été une période qui était difficile en protection. Moi, j'ai été chanceux, j'ai switché comme réviseur à ce moment-là. Mais, je veux dire, on était surchargé même comme réviseur. J'ai commencé comme réviseur avec 450 dossiers dans ma charge. Une charge de réviseur devrait être autour de 280. Entre 280 et 300. OK. Donc, j'arrive, puis j'en ai déjà... C'est beaucoup de travail, beaucoup de pression. Ouais, exact. Chaque truc négatif te teinte. Oui, exactement. Fait que, entre collègues, on se supporte et tout ça, mais à un moment donné, après 8 ans d'évaluation, 2 ans de révision, là, je me questionne à savoir est-ce que ça fait encore beaucoup de sens pour moi ce que je fais là. Ça n'en faisait plus. Puis en même temps, on ne se le cachera pas, j'enseignais déjà. Puis je suis en pratique autonome aussi. Fait que j'avais tout ça qui roulait en même temps. Puis là, ben, j'avais des plans B. J'avais des options. Je les ai pris, mais je veux dire, à chaque fois qu'on me demande est-ce que j'y retournerais, étrangement, j'hésite. OK, parce que justement, si tu as été là longtemps, tu as quand même aimé ça. Puis c'est mieux de quitter quand tu vois que ça te nourrit pas que juste de bloquer puis devenir apathique puis justement faire la job de routine. Avant d'être un problème. C'est ça. Avant d'être un problème. Donc, je pense que c'était mieux là. Ma santé mentale se porte un peu mieux depuis, moins stressée, moins parce que c'est beaucoup de pression, on le disait tantôt. Mais à équipe pleine, ça se fait super bien. C'est ça, quand il manque pas du monde puis que t'as pas un caseload qui a pas de bon sens. Puis c'est extrêmement gratifiant. Je veux dire, de pouvoir faire une différence, d'être capable de l'avoir des fois. Mais ça, c'est n'importe quel travail social, c'est la même chose. On ne voit pas toujours les résultats de ce qu'on fait. Mais de pouvoir l'avoir des fois, ce résultat-là, d'avoir une fois de temps en temps un téléphone, d'avoir une fois de temps en temps de recroiser un jeune, puis de pouvoir jaser puis de voir le crime, ça a l'air à bien aller. Ça, c'est des choses qui sont très gratifiantes. Le sens est important. La mission, le mandat de la protection de la jeunesse, c'est quelque chose que tu as ou pas. Je l'ai. J'en parle encore avec passion et avec intérêt. Je ne décourage pas les gens d'aller là-dedans. Mais il faut savoir à l'avance que il y a une courbe d'apprentissage à pic. Je veux dire, rien de moins. Oui, exactement. C'est comme ça va être. C'est un bain. Tu tombes dans le bain. On accompagne beaucoup mieux les nouveaux qu'à l'époque. OK. C'est ça. Tu n'es pas toute seule quand tu rentres. Non. Tu peux avoir l'impression, mais c'est... Moi, quand j'ai commencé, il y a quand même quelques années, ça fait quoi, 14 ans? Ça? Non, 12 ans. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé, j'ai eu une journée, on m'a donné une pile de paperasse à lire. Là. C'était nos protocoles d'entente avec, mettons, les autres organismes, tout ça. Le lendemain, j'embarquais avec une de mes collègues. J'allais faire une journée sur le terrain avec une de mes collègues. Puis le lendemain, on m'a donné 2 dossiers, on m'a dit bonne chance. Puis j'étais à asbestos tout seul d'évaluation. Comme, vas-y. Fait que j'étais content d'avoir travaillé ailleurs avant, de ne pas être inquiet. Je savais comment faire une rencontre. C'est ça, tu avais de l'expérience avec les jeunes déjà. Exact. Fait que ça m'inquiétait pas tant. Mais c'est plus, est-ce que je vais contrôler, est-ce que je vais maîtriser
tout le cadre que je dois appliquer, Ouais. puis qui s'applique à moi. Ouais. Non, c'est ça. Mais écoute, j'y suis allé, j'étais content d'avoir l'expérience, comme je disais, mais là, aujourd'hui, il y a un accompagnement un peu plus grand. Puis, ma première formation que j'ai reçue, c'était plan d'intervention. J'ai toujours ri. J'ai jamais fait un plan d'intervention de ma carrière en protection de la jeunesse. OK. Je travaillais à l'évaluation. Mais non, je mais fais c'est pas ça, c'est ça. Puis c'est la première formation qu'ils m'ont donnée. Puis j'étais allé vers, pourquoi vous me donnez ça? OK. C'était ça. Tout le monde qui rentrait, il fallait qu'il fasse cette formation-là. Non, elle était disponible. Puis c'était juste, ben là, j'ai OK. pas eu de formation pour ça pendant, je sais pas combien de mois. OK. Fait que c'était un peu drôle, mais là, c'est un peu plus structuré. Il y a des gens qui sont spécifiquement assignés justement à l'accompagnement des nouveaux, tout le plan de formation des nouveaux. Donc, il y a des choses qui ont changé dans les années, puis pour le mieux. Donc, je pense que ça aussi, ça aide énormément l'arrivée, même si le volume va être là, les gens sont un peu fatigués ou beaucoup fatigués en fonction des équipes. Et les portraits sont différents au Québec aussi. C'est pas tout, non, c'est ça. Pas partout que ça va. À Montréal, c'est différent, mettons, que dans le Grand Nord. Oui, exactement. Puis les Laurentides, puis Québec. Puis la ruralité, on en parle peu, là, mais il y a des impacts de la ruralité en protection de la jeunesse. Donc, les milieux un peu plus ruraux, même si dans le même CIUS, des fois, ben, c'est pas la même chose. Tu es sur un territoire qu'on appelle ici. Fait que c'était à l'extérieur de Sherbrooke. Donc, tu te trouves dans, justement, Val-des-Sources. À l'époque, c'était Asbestos, Val-des-Sources. Là, c'est des équipes qui sont différentes, des fois un peu plus petites, qui se tiennent un peu plus. Donc, il y a des ambiances un peu différentes en fonction de où est-ce que tu travailles. Fait que c'est difficile de dire, c'est le même partout, c'est pas vrai. Non, c'est ça, c'est ça. Puis chaque DPG un peu est différent. Complètement. C'est ça que tu dis. Oui, même si on a toute la même loi, on a tout le même manuel de référence, donc qui a été là, c'est comme une espèce de digestion de la loi, puis de tout le bagage théorique des services sociaux pour en arriver à une pratique, relativement uniforme, mais on en reste avec du relativement uniforme. Puis, quand il y a eu la création des CIUS, c'est quoi, en 2014, je crois, il y a eu en même temps l'abolition c'était la CJQ, l'Association des centres jeunesse du Québec. Les centres jeunesse, c'est l'ancienne appellation des CPEJ avant les fusions avec les CIUS. Puis, la CJQ, dans le fond, c'est comme une table où tous les DPJ se réunissaient. Puis cette association-là gérait toute la question de la formation continue, puis les grands enlignements. Puis quand il y a eu la formation des CIUS, la CJQ a disparu parce que les centres jeunesse n'existaient plus. C'était rendu sous les CIUS, les 6. Donc là, il y avait des tables de DPJ, mais on a été plusieurs années sans enlignement national nécessairement. Donc, d'où la création d'une DPJ nationale, qui vient un peu donner ces grandes orientations-là. Mais après ça, il reste que dans chacun des secteurs, il y a des particularités à chacun des secteurs qu'il faut prendre en considération. La loi reste la même, l'application reste la même, mais il y a des différences dans la façon dont on fait le travail en fonction des centres jeunesse. OK. Oui. Oh, wow, c'est merveilleux. Puis, y a-t-il quelque chose, toi, que je t'ai pas posé comme question puis que tu voudrais ajouter? Ah, on n'a pas parlé de... Tu sais, quand tu travailles à DPJ, là, y a, comme tu dis, toi, c'était Léval. Il y a plein... tu peux-tu me faire un portrait, un big picture de... Quand c'est mettons... Si il y a bien des choses à faire. Ben, c'est ça. Si on pense à la trajectoire spécifiquement protection de la jeunesse, parce que il y a plusieurs choses. Là. Je vais y aller, je vais essayer d'être clair. Dans la trajectoire protection de la jeunesse, il y a comme 3 grandes étapes. Le signalement, l'évaluation, puis le suivi, l'application des mesures. Okay? On a des ARH, des TS qui travaillent, puis des techniciens qui travaillent au RTS. Donc, ça, c'est réception, traitement du signalement. Fait que ces gens-là reçoivent et traitent des signalements. Il y a des sorties terrain, des fois, pour aller voir est-ce qu'on va retenir ou pas. C'est un premier triant qui se fait. Une première collecte de données aussi pour revenir, pour voir un peu, est-ce qu'il y a possibilité d'un motif de compromission ou pas. Donc ça, c'est un des secteurs où on peut travailler. Il n'y a pas de suivi à RTS. Puis c'est des gens qui travaillent en vertu de l'article 32, donc qui ont aussi un pouvoir d'enquête comme à l'évaluation, donc qui ont accès à tout plein de trucs. Ensuite de ça, il y a l'évaluation. L'évaluation, c'est que des gens qui ont... C'est des ARH, là, donc agents de relations humaines, mais c'est que des gens qui sont membres d'un ordre. Parce qu'il y a des actes réservés aux membres de l'ordre, notamment d'établir s'il y a un besoin de compromission ou pas. Mais il y a des techniciens qui supportent aussi à l'évaluation le travail des gens. Donc, l'évaluation, c'est de déterminer est-ce qu'il y a ou pas là, un besoin de protection, puis quelles sont les mesures à appliquer après ça. Puis ensuite de ça, tu as l'application des mesures qui est le suivi, où là, une fois que le besoin de protection a été établi, puis qu'il y a des mesures de protection qui ont été mises en place,
C'est un peu technique, là. C'est eux qui vont monter les plans d'intervention, faire le suivi pour mettre fin à l'épisode de service. OK. Donc, le but, c'est de sortir de la vie des gens Ouais. le plus possible. À l'application des mesures, il y a du long terme aussi pour les jeunes, justement, qui sont placés majorité, Oui, par c'est exemple. ça. Mhm. Ben là, eux vont être suivis. Généralement, c'est des techniciens, généralement, qui ont les suivis long terme. Ah. Mais il y a certaines situations, c'est des ARH aussi. OK. Dans des situations des fois un peu plus complexes ou un peu plus popcorn. Là. Donc, OK. qui peuvent évoluer rapidement. Donc, c'est un peu ça. Après ça, tous ces gens-là, ils ont du soutien. Ils ont du soutien des spécialistes en activité clinique, donc conseillers cliniques. Mm. Donc, les spécialistes en activité clinique, il y a de la gestion. Donc, les gestionnaires qui sont là, c'est tous d'anciens intervenants qui sont gestionnaires en protection de la jeunesse, de façon générale. OK. Il y a les réviseurs qui sont là pour venir supporter la prise de décision. En fait, ils sont décisionnels dans les situations. Je ne rentrerai pas, c'est un peu compliqué. Puis, ben, tu as toute la côté. Tu as les services qui viennent, par exemple, encadrer toutes les familles d'accueil. Donc, ça, c'est la DKEP ici en Estrie, donc la Direction de la qualité de l'éthique, et blablabla. Ben, c'est eux qui gèrent les familles d'accueil, donc qui vont faire l'évaluation des milieux d'accueil, qui vont... OK. Il n'y a plus vraiment de soutien de nos familles d'accueil. Là. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait parler longtemps. Ah. Mais c'est un peu différent. Là. C'est remis aux intervenants usagers. Il n'y a plus d'intervenants ressources à l'époque qu'on appelait, qui est là. Donc, il y a tout le volet famille d'accueil, adoption. OK. C'est un service particulier, mais qui est rattaché à la protection de la jeunesse. OK. Adoption et expertise en matière de garde, parce qu'il y a certains dossiers d'expertise qui vont devoir passer par la protection de la jeunesse OK. pour les évaluations et les expertises. Puis ensuite de ça, tu as un volet aussi qui est sous la même direction, mais parce que dans le fond, là, ici au Québec, on a le DPJ puis qui est aussi directeur provincial pour l'application de la LSJPA. Donc, c'est la même clientèle, mais c'est les jeunes qui ont commis des délits. Mhm. Donc, toute l'application, mettons, probation, tous les rapports qu'il peut avoir à faire, le rapport présententiel et tout ça, qui va être géré par la LGPA, ça appartient, on est tous dans la même boîte, là. On est tous dans la même bâtisse. Puis il y a la réadaptation. Donc les centres de réadaptation, là, ici en Estrie, on a fait du lac. Ouais. Donc ça, c'est les jeunes qui vont être hébergés en réadaptation, donc qui ont des difficultés au niveau des comportements. Ça peut être très varié. Puis donc là, c'est principalement des gens en psychoéducation qui travaillent là, mais il y a parfois des TS aussi qui y travaillent. OK. En soutien clinique ou dans l'organisation de l'accès, par exemple. Donc, l'accès au centre de réadaptation, il y a tous des comités. Fait que en fait, il y a plusieurs jobs qui sont parallèles et autour. Puis après ça, ben, on peut pas... En dehors du réseau et de la protection de la jeunesse, ben, on en a parlé tantôt, tout ce qui vient supporter les familles est tout aussi pertinent. Fait que t'es pas obligé d'être TS pour travailler à DPJ, mettons. T'es pas obligé d'être membre de l'ordre. T'es pas obligé d'avoir un papier particulier. Ça prend des papiers, mais pas... il y a une ouverture. Oui, c'est ça, dépendamment de où que tu vas. Là. Ouais, mettons, faire des livres, justement, des jeunes qui auraient besoin ou soutenir... Ah, ben oui. Ça, par exemple, on a les agents à Val-du-Lac, les agents qui font du transport. Il y en a qui font il y a les agents d'intervention aussi, par exemple. Donc, ça, c'est un autre job complètement différent, mais qui viennent... idéalement désescalader la crise, puis qui peuvent des fois avoir besoin de maîtriser les jeunes. Là, donc, pour des jeunes qui sont trop désorganisés. Fait que ça, c'est une job. Mais oui, il y a des gens qui font du transport pour les jeunes. Je veux dire, on a besoin de bouffe. Là. Je veux dire, à Val-du-Lac, il y a ça. Là. Puis là, ben, il y a tous les programmes à côté, les groupes, par exemple, pour les jeunes qui ont commis des agressions sexuelles, ben, ça va être animé par des intervenants mais, de différents milieux. Il y a plein de choses qui peuvent effectivement venir se greffer après ça, parce que c'est un système qui a besoin d'être soutenu. Ben oui, c'est ça. Ça ne peut pas exister tout seul. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup à cette heure de personnes qui travaillent en criminologie, qui travaillent dans le... Oui. Ouais. Ben, en fait, ils ont toujours été là. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu une refonte au niveau des droits, justement des actes réservés, quelque part au début des années 2010. OK. Donc, le temps qu'il n'y avait pas d'ordre des criminologues avant. Donc, il y a eu, une fois que les professions, en tout cas, il y a eu une revue du Code des professions, sexologie, criminaux ont créé des ordres professionnels à ce moment-là. Ils ont des actes qui peuvent, notamment celui d'évaluer dans le cadre des régimes de protection. OK. Donc, qui ont été établis. Fait que, moi, à l'évaluation, j'avais des collègues criminologues, sexologues, psychoéducatrices, puis travailleurs sociaux. OK, justement, parce que évaluation, c'est acte réservé ceux qui ont des ordres. Exactement. Okay. Mais après ça, faire un plan d'intervention, pouvoir signer un plan d'intervention, c'est un acte réservé aussi. Okay. En fait, un acte partagé, qu'on dit, là, pour être techniquement correct, parce que c'est plusieurs ordres différents ordres qui peuvent régir ça. Donc, tous les gens qui sont ARH, c'est des gens qui sont
idéalement membre de l'ordre, mais il y a des ARH non membres. Puis là, ben, ces gens-là doivent être accompagnés par leur SAC qui est membre d'un ordre pour, par exemple, signer les plans d'intervention. OK. Oh wow, c'est intéressant. Ouais. C'est complexe, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est ça, le microprogramme aide, après ça, faire des stages là-dedans. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est à pic, mais une fois que tu es rentré dedans, à un moment donné, ça va... Oui, ben c'est ça. Là, je veux dire, il y a beaucoup d'informations tout d'un coup. Ben oui. mais ça, c'est le même dans tous les jobs. Je veux dire, la formation de travail social est tellement générale. Quand on parle de travail social spécifiquement, la formation est tellement générale que si tu arrives en santé mentale, par exemple, ben, je veux dire, la formation en santé mentale, on en parle un peu au bac, mais c'est jamais la même chose qu'une fois que tu as les 2 pieds dedans. Ben oui, c'est ça. Même chose si tu travailles en géronto, si tu t'es pas formé spécifiquement en géronto puis tu t'en vas travailler, ben, il va y avoir un volume d'informations à acquérir. En protection de la jeunesse, ben, c'est tout ce qui est les questions du développement de l'enfant, puis ben, tout ce qui est spécifique à la maltraitance. Donc, comprendre, c'est ça, il y a des savoirs qu'on va acquérir sur le terrain, puis à travers les formations, justement, en matière d'abus physiques, par exemple. Donc... Toi, ça t'avait-tu aidé parce que tu avais dit que tu avais commencé un bac en psycho? Moi, j'ai fait le bac en psycho avant, oui. C'est ça t'a-tu aidé, ça, d'avoir ces connaissances-là? Ou? Ben, de mon point de vue, moi, je ne referais pas ma trajectoire scolaire différemment. Je suis content et satisfait de ce que j'ai fait, parce que c'est un billet de confirmation qu'on appelle. mais concrètement, en psycho, c'était extrêmement théorique comme bac. Sauf que c'était extrêmement... J'ai pu aller chercher beaucoup en termes justement de développement de l'enfant, psychologie de la santé, donc bref, il y avait des choses qui me sont encore très utiles, que j'ai été chercher dans ce bac-là. Puis après ça, ben, la formation de travail social aussi. Mais j'avais commencé des cours en travail social en même temps de mon bac en psycho. Donc, j'avais rapidement je savais rapidement que c'était là que je m'en allais, puis j'ai juste décidé de finir le bac quand même. Ben c'est bon de finir qu'est-ce ouais, c'est ça. Je l'ai commencé, j'ai dit je vais le finir, mais rapidement, j'avais vu que ce qui m'intéressait plus, c'était le côté psychosocial. Donc, j'ai été chercher des choses de ce côté-là. Fait que la maîtrise, après ça, ben, j'ai venu compléter cette formation-là. Mais le bac en psycho, clairement, j'utilise encore des choses que j'ai vues là. OK. Au niveau du bagage théorique. Mais c'est ça, c'est le fun. Tu avais un petit bagage de plus, là. Oui, exact. OK. Puis qu'est-ce qui te ferait retourner? Tantôt, tu disais, mettons, je retournerais peut-être à... Tu sais, j'y penserais 2 fois avant de retourner à DPJ. Oui, j'hésite à chaque fois. Eh bien, là, honnêtement, il faudrait que je sois certain qu'on peut vraiment aider. Okay. Donc, je voudrais être sûr que je peux aider, qu'il y ait une disponibilité des ressources, puis qu'on n'est pas dans une vision médicalo-centriste. C'est pas une application d'algorithme. On reconnaît le caractère spécifique des services sociaux. La journée où tous services sociaux confondus dans le réseau, là, on peut reconnaître cette spécificité-là. Je dis pas que... J'hésiterais encore, puis j'aurais peut-être tendance à penser y retourner. Dans le réseau, de façon générale, si on peut s'approprier nos services sociaux puis avoir une vision de service social plutôt que un peu plus algorithmique là, dans les prises de décision puis dans l'application de ce que c'est. Là. De voir la complexité là, sociale. Je dirais que c'est ce qui c'est ce qui pourrait m'amener des fois à... il suffit d'un bon projet où on le pense différemment. Puis oui, ben c'est ça. OK, fait qu'il faudrait que ça soit plus humain, justement. Là. Je veux pas dire que le côté médical n'est pas humain, mais c'est plus... comment je dirais ça? Je le disais tantôt, flexible et créatif. Flexible et créatif. Puis pas dans une application rigide. C'est ça. Okay. C'est la rigidité qui me... OK. Qui, moi... Ouais. Ben oui, ben je suis allé en pratique autonome pour ça. Ben non, mais c'est ça que tu fais maintenant, c'est ça. Fait que là, tu peux avoir ta pleine latitude, là, puis t'es encore membre de l'ordre, puis c'est ça. Oui. Fait que de pouvoir avoir cette flexibilité-là, de voir différemment ce que c'est un service. Dans le fond, c'est pas l'acte que je suis en train de rendre, c'est le sentiment de bien-être qui va venir après, qui est le résultat. Fait que c'est pas j'ai fait ce que j'avais à faire, non, j'ai aidé. C'est ça. Mutuellement, moi et la clientèle, on en vient à la conclusion qu'il y a quelque chose qui a avancé. Ça, c'est le résultat que je veux. Mais ça se mesure vraiment mal. Fait que c'est dur de répondre à des chiffres avec cette vision-là où le service rendu, on va l'évaluer par cette co-construction-là. Là, on va tomber dans nos termes de travail social, mais on va ensemble déterminer que le service a été rendu plutôt que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça. C'est pas l'acte, c'est le résultat. C'est ça, mais c'est ça que tu disais aussi, le client, c'est lui qui vit dans sa peau 24 heures sur 24. Oui. C'est la meilleure personne qui sait qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a de besoin. Fait que toi, t'es là pour l'accompagner, tu sais.
Fait que c'est ça qui est beau, le fait que tu aies cette vision-là de, tu sais, que c'est une co-construction, là. Ben, il faut, le plus possible. Tu sais, il y a des situations où ça va toujours être difficile, où on peut difficilement co-construire parce que ça ne doit pas être fait au détriment de l'intérêt de l'enfant. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, je ne veux pas traumatiser personne, mais tu sais, j'ai des situations que je pense où on n'arrive pas à s'entendre sur ce qui pourrait représenter une agression sexuelle. Tu sais, rendu là, je veux dire, je co-construirai pas avec toi. Mais non, mais si la personne a des troubles de santé mentale, tu sais, si c'est dans le secteur pédophilie, tu peux pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, on ne co-construit pas. Non. Je t'annonce que. Puis là, je prends les décisions. Ouais. Mais c'est pas la majeure. Tu sais, la grande partie de ce qu'on va voir en protection de la jeunesse, on est à 35% des signalements sont en négligence. La négligence, là, c'est beaucoup plus compliqué à évaluer que de l'abus. Mhm. Qu'est-ce qui est négligent? Tu sais, à quel moment est-ce que le manque ou la passivité ou à quel moment est-ce que ça devient... Ouais. Puis c'est culturel, ça dépend de chaque vision. Exact. Fait que c'est là où on doit construire ensemble. Okay. C'est là où on doit essayer de saisir. Mm-mm. Un excellent ouvrage, S'il te plaît, ne m'aide pas de Guy Hardy, aborde justement cette réflexion-là sur l'intervention non volontaire, l'aide en contexte non volontaire. Donc, la contrainte à l'intervention, puis l'impact que ça a sur la co-construction. Oui. C'est bien intéressant. C'est ça. Mais il faut que tu gardes l'autonomie de la personne, les motivations, tu sais, parce que sinon, c'est parce trop qu'à 18 contrôlé. ans, on s'en va. Oui, c'est ça. Ultimement, là, le plus tard qu'on peut s'en aller, c'est 18 ans. Mm. Fait que cette personne-là, si on l'a protégée jusqu'à 18 ans, mais qu'ultimement, on l'a pas réfléchi comme ça. On l'a réfléchi généralement comme ça, mais je le protège de quoi? Mm-hmm. De quoi je protège cette personne-là? Une fois rendue à 18 ans, est-ce qu'elle est suffisamment construite pour pouvoir évoluer? C'est ça. D'être un peu autonome. Oui. Est-ce que j'ai causé préjudice à sa vie adulte parce que je l'ai trop protégée à l'enfant? Non, c'est ça, parce qu'elle va retourner chez ses parents à Noël. La journée de 18 ans. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a cette réflexion-là à avoir. C'est pas super concret, là, mais c'est... Ben oui, mais c'est pour pertinent. Moi, c'est là. C'est ben là oui. que ça se passe. C'est dans cette recherche de sens-là. C'est le sens du travail social, le sens de ce que c'est protéger un enfant, avec une vision long terme et transversale de ce que c'est sa vie. Puis de ce que cet enfant-là peut décider aussi. Ouais. Jusqu'où je reconnais son droit de décider quelque chose. Parce qu'on parle des parents, mais je veux dire, un jeune... La loi dit à 14 ans, là, il a le droit de refuser des services, mais même avant 14 ans, là, ils ont une capacité de penser puis d'analyser. Puis, donc, comment est-ce qu'on vient intégrer tout ça? Moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est ce qui fait que je donne le cours dans le microprogramme sur la prise de décision. Mais c'est dans cette quête de sens-là, si j'étais capable de la travailler réellement, mais là, c'est là qu'il se fait le travail social, à mon sens. C'est dans cette construction commune de sens-là, sur ce qu'on fait, où on va. Puis qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse dire, t'as plus besoin de moi. Oui. Ah, c'est inspirant. C'est beau. C'est beau que justement, tu as encore cette étincelle-là, cette motivation-là. T'es pas amorphe d'avoir. En tout cas, je trouve, là, comment tu en parles, t'es pas découragé pendant tout. Non, avant d'être trop cynique. C'est ça. Il fallait partir avant d'être trop cynique, c'est ce que j'ai fait. Mais, c'est ça. Mais je veux dire, j'en parle encore. J'ai encore la même passion de ce que c'est. La protection sociale. Ben oui, c'est pour ça que ça sort de... Ça paraît, c'est pour ça que je suis fière que tu sois là puis que je voulais donc bien que tu sois là parce que c'est ça, c'est inspirant ceux qui sont dans tes cours, justement. Ils ont le goût de travailler pour la protection de la jeunesse, là, c'est ça. Mieux. Allez-y. ça. Allez-y, ça prend des gens, ça prend des gens qui ont ça prend du nouveau sang, ça prend cette vision-là actuelle, ben sociale de go, tu sais. Ah, tout à fait. Ah, merveilleux. T'as-tu d'autres choses que tu voudrais rajouter que j'ai pas couvert, puis quelque chose que tu trouverais pertinent, je sais pas, un encouragement pour, ou je sais pas trop, Non, je pense qu'il faut juste se rappeler que c'est ça. C'est pas juste le rôle de la protection de la jeunesse, protéger un enfant, puis qu'on peut le faire tout le monde. Ben oui. C'est un projet collectif. Ben oui. Donc, que ce soit parce qu'on a jasé avant, évidemment, mais que ce soit en étant en famille d'accueil, mais que juste être là pour une famille d'accueil. Si mon frère ou ma soeur est famille d'accueil, de les supporter aussi là-dedans. C'est ça. Que je sois sensible à ce que mon voisin va vivre. Donc, de m'impliquer dans une vie communautaire, une quartier. Tout ça, là, c'est protéger nos enfants aussi. Ben oui.
de retisser ce filet social-là, Hein. c'est tout aussi important, même sinon plus que de travailler en protection de la jeunesse. Ben oui, c'est ça. C'est là que ça va se faire, Les protéger. écoles, les CPE, les camps de jour, les tout camps ça. d'été, tous ceux Ouais. qui côtoient des enfants, des jeunes, des familles. dans On le peut fond. tous avoir un rôle extrêmement significatif à jouer auprès de ces jeunes-là et ultimement éviter l'intervention de l'État. Mhm. Puis l'intervention de l'État, une fois qu'elle est là, ben, si on déleste, il y aura les bons services. Mhm. Il y a l'expertise, il y a la capacité de le faire. Mais protéger un enfant, ce n'est pas la responsabilité de l'État. C'est d'abord et avant tout une responsabilité collective. Ouais. Puis je pense que plus on se... C'est pour ça que je disais qu'il faut que ça parte d'en bas. Ouais, Plus, ouais, plus ouais. socialement on le fait, ben, moins on aura besoin de nos services de protection spécialisés par après. Ah. Puis, je veux dire, on le sait, ça a des impacts extrêmement positifs sur la santé publique. Donc, Mhm. à long terme, Oui. on va tous être gagnants Ben si oui, on c'est s'occupe ça. de nos familles. C'est tu sais. ça. Oh, merci beaucoup. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. C'était inspirant. Fait que merci. Fait qu'on se voit bientôt au cours. Tantôt. C'est bon. Merci. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez nous écrire, débutfamilial@commercialgmail.com. Merci. Bonne journée. Bye.